Les crypto-monnaies sont encore plus volatiles que la plupart des classes d'actifs. Donc vouloir mettre un levier d'accélération sur un roller coaster, très peu pour moi. On arrive sans prendre trop de risques à sortir entre 5 et 8% d'intérêt aujourd'hui. Sur un risque max, aller chercher du 15-20%. Il n'y a pas de magie, hein. Quand on dit qu'investir comporte des risques, c'est vrai. Et quand on dit n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre, c'est que ceux qui ne l'ont pas fait en crypto-monnaie ne réinvestiront plus jamais en crypto-monnaie de leur vie. Il n'y a pas de magie. De toute façon, vous allez perdre au début. Donc autant vous acheter des leçons qui ne coûtent pas très cher, parce que la première chose que l'on doit investir, c'est son temps. On s'est pété les dents, souvent, longtemps, et on a recommencé avant de commencer à comprendre certaines choses. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, et il faut savoir vendre aussi. Il m'est arrivé une histoire de dingue en crypto. J'ai jamais dit d'ailleurs, sur ma chaîne ou autre. J'ai gagné 20 000 euros sans rien faire. Quel est pour toi le meilleur conseil pour démarrer? Bienvenue dans cet épisode de Secrets d'investisseurs. On parle de placement financier, comment bien gérer son patrimoine, comment l'optimiser. Et je parle souvent de bourse, d'ETF sur cette chaîne YouTube, d'assurance vie, de gestion de patrimoine. Et je parle un petit peu moins d'une classe d'actifs qui pourtant prend de plus en plus d'ampleur, qui a conquis entre guillemets le cœur des Français, 12% investissent dessus. Je parle des crypto-monnaies, plus de 2000 milliards de capitalisation. C'est devenu une forme de diversification de plus en plus dans de nombreux patrimoines. Et qui de mieux pour en parler que Owen Simonin, alias Asher, multi-entrepreneur dans la crypto. Bonjour Asher. Bonjour, merci pour Bonjour, l'invitation. Owen. Tu préfères qu'on t'appelle Owen ou Asher? Franchement, peu Ok. importe. Bah écoute, moi j'aimerais ensemble qu'on fasse un sujet profond sur les cryptos. Comment bien investir en crypto? Comment bien analyser le marché? Quelles sont aussi toi tes convictions? Quel indicateur tu regardes? Avec les cryptos, on peut aussi générer du rendement, plus ou moins passivement. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Voilà, j'aimerais vraiment qu'on fasse un sujet assez profond sur ça pour des investisseurs peut-être qui débutent en crypto, mais aussi pour des investisseurs un peu plus avertis. Owen, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter aussi tes sociétés du coup en crypto? Ok, alors je vais essayer de faire une petite overview, mais si je rentre dans le détail de tout, ça va prendre toute l'interview. Je m'appelle Owen Simonin, je suis créateur de contenu. Depuis 2016, je parle de blockchain, de crypto, à l'époque où personne n'en parlait, parce que je me sentais seul à mettre le doigt sur cette techno-là. Ensuite, j'ai commencé à entreprendre, créer différentes entreprises, parce que je sentais qu'il y avait des besoins et il fallait créer des solutions pour répondre à ces besoins. Et pour finir, j'ai investi dans d'autres projets, d'autres initiatives, d'autres entreprises qui des fois n'ont aucun rapport avec le monde de la crypto-monnaie, mais quand même la plupart du temps sur la classe d'actifs que je maîtrise le mieux, les actifs numériques. Quand tu dis tu as investi, tu as pris des parts importantes et tu gères une partie ou... Alors, dans le monde de la crypto, du coup, equity, mais également participation en token, donc des cryptos qui sont sur le point de se lancer ou au contraire des participations dans des cryptos déjà existantes et qui sont déjà listées. Et en parallèle de tout ça, d'autres entreprises qui n'ont rien à voir avec le monde de la crypto-monnaie, histoire de diversifier un petit peu et de stabiliser le patrimoine qu'on avait construit, quoi. Et tu as deux sociétés qui sont PSAN, Tout donc à fait. prestataires de services sur actifs numériques enregistrés auprès de l'AMF, Descoin et Meria. Oui. Est-ce que tu peux présenter peut-être ces deux boîtes? Meria est une plateforme qui permet de générer des intérêts sur ces crypto-monnaies en utilisant les mécanismes techniques de la blockchain. La blockchain, c'est décentralisé. Bref, il n'y a pas une banque, une entreprise, il n'y a pas une entité qui gère la blockchain, mais il y a quand même un moyen de participer à la sécurité de la blockchain, participer à son bon fonctionnement et générer des intérêts contre ce travail. C'est ce que Meria va simplement faire pour les différents investisseurs, particuliers, entreprises, institutions, et permettre aux gens finalement d'accéder simplement à ces investissements qui, eux, sont compliqués. Descoin, c'est un broker, achat, vente de crypto-monnaies et surtout service de paiement. Descoin va permettre à d'autres entreprises d'avoir de l'on-ramp, de l'off-ramp et de permettre à leurs utilisateurs d'accepter la crypto-monnaie, de l'échanger contre des monnaies fiat ou au contraire de faire le change inverse et d'acheter contre des monnaies fiat de la crypto-monnaie. Ok, donc une entreprise aujourd'hui peut se faire payer en crypto par ses clients Tout à fait. grâce à Descoin, Mm. c'est ça? Ok, trop bien. Et du coup, on va reparler du rendement en crypto, tout ça. Avant ça, peut-être essayer d'abord de comprendre un peu le marché des cryptos. Pour toi, pourquoi c'est intéressant d'investir en crypto-monnaie? C'est très compliqué de répondre simplement à cette question parce que le plus intéressant, c'est la technologie sur laquelle sont basées les crypto-monnaies, la blockchain et tout ce que ça permet de faire. Pour faire très simple, c'est un nouveau support numérique qui permet, et pour la première fois, même si on est dans le numérique, on incarne la confiance. Dans le sens où Internet, c'est une base de données, c'est centralisé. On peut copier, coller à l'infini tout ce qu'on voit, toutes les interactions qu'on va avoir sur le web. C'est pas le cas dans la blockchain. Il peut y avoir quelque chose de numérique et de pourtant parfaitement unique. Donc c'est différent et c'est ce qui fait que 100 points dans un jeu vidéo, eh bien c'est 100 points. 100 bitcoins, c'est une unité. On sait qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins, par exemple. On ne peut pas tricher, on ne peut pas les dupliquer
Et si vous avez des bitcoins sur votre compte dans la blockchain, personne ne peut les saisir. C'est assez simple ce que je viens de dire, mais c'est ce qui donne toute la portée et toute la valeur en fait de ce que l'on peut faire avec la blockchain. Et comme ça reste un support numérique, on a tous les avantages, la portabilité, la rapidité, l'interaction, l'échange, tout ce que ça va permettre en fait. Et que ce soit sur Bitcoin ou certaines monnaies numériques, comme certains les appellent, même si l'autorité des marchés financiers préférait des actifs numériques. Mais d'un autre côté, c'est également un bon support pour échanger des titres, pour échanger des actions, pour échanger d'autres droits et d'autres, finalement, confiances que l'on va pouvoir faire circuler sur le web directement. La crypto, c'est... Enfin, quand un investisseur particulier vient mettre de l'argent sur la crypto, il vient pour l'utiliser en tant que monnaie, il vient pour spéculer, il vient pour un investissement. Pour 98% des gens, ils viennent pour spéculer. Ils viennent pour spéculer, ah ouais. Totalement. Non, je pense qu'il faut être capable de le dire. Ça me fait penser vraiment à la bulle d'Internet. Ouais. Je pense vraiment que les gens ne se trompent pas non plus sur la blockchain en disant que ça va changer le monde. Internet aussi, et ils avaient raison. Mais au tout début, dans les premiers mois, il fallait des capitaux pour développer cette technologie, pour en faire l'évidence qu'Internet est devenu aujourd'hui, mais sur du très court terme. Les tout premiers qui sont arrivés sur le web, il y avait quelques techos, des férus de technologie et des investisseurs. Voilà pourquoi il y a eu la bulle d'Internet, et pourtant ils avaient tous raison. Hein. Internet a changé le monde, ça a été la révolution que tout le monde attendait, mais ça s'est valorisé très très vite, très très fort, en très peu de temps. Parce que rapidement, quand on voit une innovation, avant même de comprendre qu'on va devoir incrémenter, essayer, échouer, recommencer pour améliorer et finalement avoir un produit utile, au tout début, il y a de la spéculation. Là où on est très alignés, toi et moi, c'est qu'on va plutôt prôner une approche plutôt long terme. On va éviter de spéculer, justement, ce n'est pas le but. Pourquoi, selon toi, en crypto, il ne faut pas faire du trading court terme, il ne faut pas analyser forcément le marché à la journée, je dirais? Alors, je dirais même pas qu'il faut pas, parce que certains le font et ça les regarde. C'est juste pas ma méthode. Premièrement, je me suis cassé les dents face au marché à chaque fois que j'ai voulu jouer au trader. Ensuite, accélérer, jouer le court terme, jouer le levier, c'est dangereux pour moi déjà en finance de manière générale. C'est dangereux dans des temps aussi volatiles que ceux qu'on traverse aujourd'hui. Les crypto-monnaies sont encore plus volatiles que la plupart des classes d'actifs. Donc, vouloir mettre un levier d'accélération sur un roller coaster, très peu pour moi. La deuxième chose, c'est que c'est une conviction de long terme. Mon pari, ce serait comme de dire « Internet va changer le monde ». Je parie à 30 ans. C'est pour ça que je veux gagner. Parce que j'ai une conviction long terme sur la technologie et sur ce qu'elle va réellement apporter. Vouloir jouer sur la semaine, c'est dommage, parce qu'on sait très bien qu'il y aura du rouge et... Enfin, on va les avoir, les bons et les mauvais moments. On peut perdre sur une conviction où sur le long terme, on avait raison. Et quand je me rapproche du très court terme, plus on va sur la journée, la semaine, plus on fait du gambling. Je ne suis pas un gambler. C'est aussi simple que ça. Il y a des gens qui le font très bien. Hein. Et puis pour le coup, je pense qu'il y a aussi de très bons gamblers. Mais ce n'est pas moi, ce n'est pas notre méthode. Et nous, ce qui nous plaît, c'est vraiment le fonctionnement technique, la valeur, parce qu'il y a de la valeur ajoutée. Il y a un vrai alpha à aller chercher sur la sécurisation de la blockchain et sur les intérêts qu'on peut en tirer, qui va être un peu l'équivalent du dividende, hein, finalement, pour certains titres. C'est vraiment comme ça que j'approche le marché. Et à chaque fois que je vais me rapprocher sur du plus court terme, eh bien, c'est le spéculateur qui parle. Et le spéculateur a des rendements qui sont beaucoup moins, selon moi, certains que celui qui a une vraie conviction long terme, basée sur une tendance de fond et sur des vrais besoins, finalement, satisfaits par la technologie. Ouais, non, complètement. Je pense que pour les particuliers, tout un chacun, on n'est pas les Cristiano Ronaldo du trading. Donc, pour la très grande majorité de ceux qui vont faire du trading en tant que particulier sur des cryptos, ils vont, pour la plupart, se casser la figure. Ils peuvent avoir des coups gagnants. Tout à fait. Ils vont avoir aussi des coups perdants qui peuvent faire très mal. Puis comme il y a beaucoup de retail, c'est vrai que ça peut être des fois particulièrement intéressant de faire du trading. C'est vrai qu'il y a des professionnels qui font beaucoup d'argent sur ce marché avec du trading, mais en fait, et puis il y a aussi c'est pas notre métier. On estime que nous, on est des techos, on vient justement... Enfin, être technicien, c'est ce qui nous a toujours plu. C'est là-bas qu'on va chercher de la valeur. Et quand on a des utilisateurs qui ont leurs propres convictions, on leur donne des outils qui leur permettent de les exercer. Donc, c'est pas à nous de donner ces convictions très court terme sur le marché. D'ailleurs, sur la partie mandat et la partie gestion qu'on a chez Meria, c'est pas comme ça qu'on tient les portefeuilles non plus. Ouais, ok. Bon, on va en reparler d'ailleurs de vos convictions et de votre philosophie d'investissement sur Meria. Et juste du coup, pour donner un ordre d'idée, tu dis crypto, c'est plutôt long terme. C'est combien de temps tu penses que... Enfin, j'imagine que tu prônes plutôt le DCA, d'investir un petit peu tous les mois. Tout à fait. Et on va viser des cycles de 3 à 4 ans. Parce que c'est un petit peu le côté... ce marché est un marché cyclique, en tout cas
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais jusqu'à présent, c'est comme ça que ça s'est passé. On voit que Donc, t'es voilà. bien psan, hein. Il y a la MF. Et puis, je peux faire toutes les petites lignes du disclaimer jusqu'au bout. Mais voilà, non, on essaye de se mettre au rythme de ce marché. Pour l'instant, c'est des mouvements qui ont une amplitude qui vont aller chercher les 3-4 ans pour aller avoir un nouveau bottom et un nouveau top. Donc, c'est le minimum qu'on va conseiller, entre guillemets, pour qu'une personne puisse vraiment profiter d'un mouvement. Maintenant, Yes. je pense que plus ça avance, plus le marché et plus il y a de volume, plus ça se lisse et plus on va avoir des cycles qui vont être un peu moins marqués. Il y aura un hiver moins froid et un été moins chaud, je pense. Et à ce moment-là, ça va être de la conviction et ça pourra aller chercher sur du plus long terme encore. Yes, non, carrément. Mais tu fais bien de dire le disclaimer d'ailleurs, hein, parce qu'on est sur un marché quand même qui est très volatile, Tout à fait. qui est relativement risqué. On en reparlera aussi. Du coup, pour ton analyse sur le marché, toi, qu'est-ce que tu regardes? Tu parlais des cycles. Est-ce Oui. que tu regardes le cycle du halving? Est-ce que tu regardes quels indicateurs, toi, tu regardes quand tu veux analyser un peu le marché? C'est dur parce qu'aujourd'hui, c'est bien plus complexe qu'au début. Au début, c'était vraiment du mouvement, de l'euphorie, du retail, donc un vrai sentiment communautaire, et de la pénétration qui va aller dans d'autres marchés où on commence à avoir des grandes entreprises qui en parlent. On a de grandes personnalités qui commencent à en acheter, ça suffisait. Vraiment, 2017, ça suffisait. 2020-2021, on a commencé à faire rentrer la macro, beaucoup plus. Les gens s'intéressent à l'investissement, les gens ont du temps chez eux, les gens ont peur, les gens commencent à se demander comment diversifier leur surface financière. On voit un retail qui rentre différemment. Énervé d'ailleurs, je pense qu'on peut le dire parce que c'est ce qui s'est passé. Les gens, la narrative de investir son propre capital ou au bas mot, si on passe toute notre vie à essayer de gagner de l'argent, prenons quelques instants pour essayer de protéger le capital que nous avons déjà, ça commence à rentrer avec le Covid. Et là, je me rends compte que le marché des crypto-monnaies sur 2024-2025, c'est beaucoup plus tout ce qu'on vient déjà de dire, mais aussi que pense Wall Street. Comment les institutions s'expriment à travers les ETF. Quels sont les volumes et quelles sont les convictions des gros porteurs et des gros fonds de ce monde. Et là, on commence à être sur un marché complet qui concerne du retail, mais également des entreprises, des vrais usages et une adoption technologique. Et c'est un mélange de tout ça, donc ça donne beaucoup plus de faisceaux, d'indices. Donc ça permet d'avoir une décision plus précise, mais également, on a des informations qui viennent de partout. Et on a également cet actif qui reste Bitcoin, entre guillemets, les crypto-monnaies, mais Bitcoin, c'est pour moi le métronome, qui va se corréler des fois à l'or, des fois aux valeurs tech, des fois pas du tout. Ouais, Il des va fois avoir qu'il va sa se propre... décorréler. Et donc là, c'est compliqué parce qu'on doit également jouer de la narrative. On doit également jouer du « c'est quoi le truc à la mode en ce moment ?» C'est terrible, mais c'est vrai. Tout comme on allait chercher les premiers sites internet qui allaient performer le plus au début, c'était pas forcément des Google ou des Amazon, c'était quel site a un truc qui, pendant les 6 prochains mois, ça va plaire au fond. C'est ce qui fait que les capitaux seront positionnés ici, et donc on va essayer de profiter de ce mouvement. Et est-ce que du coup, l'entrée des BlackRock, etc., en ETF Bitcoin a changé le marché selon toi ou bon, les institutionnels étaient déjà là? Il a changé le marché totalement parce que on a de la liquidité qui est rentrée massivement sur Bitcoin et ensuite sur Ether, les deux seuls qui ont un ETF. Il y en a un peu plus en Europe, sur les ETP, il y a un peu plus de crypto-monnaies, mais globalement, ça reste quand même Bitcoin et Ether, là où il y a beaucoup plus de volume. Et donc, c'est un peu comme une poche où, je ne sais pas si c'est pour des questions de régulation ou non, parce qu'ils trouvaient toujours un moyen d'investir sur Bitcoin s'ils le voulaient avant, ou d'investir dans une entreprise qui détenait du Bitcoin, donc indirectement de le faire. Mais c'est vrai qu'il y a des fonds qui viennent des institutions qui se sont positionnés très 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 rapidement. C'est l'une des plus grosses réussites de BlackRock en termes de listing, l'ETF Bitcoin. Et ça fait qu'il y a maintenant une nouvelle règle sur le marché. J'ai l'impression qu'il y a 2 temps de mesure entre les fonds qui peuvent rentrer sur Bitcoin et Ether et les fonds qui peuvent aller ensuite sur toutes les autres crypto-monnaies. C'est comme une ségrégation en fait de ces fonds qui font que certains capitaux ne peuvent pas aller sur les plus petites cryptos pour le moment et attendre d'autres ETF pour pouvoir être injectés plus bas. Ouais, c'est ça peut manquer de liquidité, de profondeur de marché aussi. De profondeur, et quand on parle de vraie profondeur dans le carnet d'ordre, quand on parle de vraie liquidité, de vrai volume, on regarde le top 5 ou le top 10 des crypto-monnaies. Si on va à la 5e page sur CoinMarketCap, on trouve des crypto-monnaies où peut-être nous deux cet après-midi, on peut faire bouger les cours. Parce que c'est encore assez jeune. Bon, peut-être pas la 5e page, je prends le pari. mais voilà, ce que je veux dire, c'est que On va pas tester, je pense. ça va pas être pareil d'interpréter un Bitcoin, un Ether, aujourd'hui, maintenant qu'il y a différents types de porteurs, qu'à l'époque où vraiment, il y avait un moment où 3-4 gros porteurs s'énervaient, ils pouvaient faire bouger Ether. Ah non, c'est sûr. Tu as parlé d'ailleurs des ETF, ETP en Europe. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Il y en a qui ont 0 frais parce qu'ils, grâce au stacking, ils annulent les frais. Tout à fait.
Est-ce que tu as un avis là-dessus? Ouais. Très honnêtement, j'ai pas d'avis particulier et le professionnel des ETF et ETP à la table, c'est pas moi. Mais en Europe, tout ce que moi je peux voir, c'est l'impact que ça a sur les positions crypto. Avec ou sans ETP, ça n'a jamais affecté le marché. Hmm. Les ETF, Wall Street, BlackRock, ça a bougé le marché. ETP, rien du tout. On a quand même des beaux noms, hein. Il y a 21 Shares, CoinShares qui propose des solutions qui sont intéressantes. CoinShares, j'aime beaucoup leur méthode et leur façon de travailler de manière générale. Mais Relec c'est aussi, vrai Vendrek. que c'est pas, en tout cas, ça n'affecte pas le marché crypto. Hmm. Il y a une demande, évidemment, et ça a levé un doute, parce qu'au début, il y avait des gros doutes réglementaires. Puis ça enlève beaucoup de responsabilités sur la conservation. Nous, on est custody, du coup, on a notre système de sécurité qui permet de détenir, de conserver pour nous, mais également pour compte de tiers de la crypto-monnaie. C'est une nouvelle matière. Quand on dit un actif numérique, on ne se rend pas compte. C'est pas juste une application dans laquelle on a des points. On doit réellement détenir, pour faire très simple, un mot de passe qui, si une personne arrive à mettre la main dessus, elle est tout autant propriétaire de la crypto que nous. Donc, c'est un vrai coffre-fort numérique, quoi. On n'a pas le droit d'avoir une brèche. Notre vrai métier, c'est sécuriser des assets. Et donc, le fait d'avoir des entreprises qui n'ont pas ces compétences-là, enfin, une entreprise dont ce n'est pas le métier, qui veut diversifier sa trésorerie et acheter du Bitcoin, comment ça se comptabilise? Comment ça se conserve? Il me faut des logiciels de conserve. C'est pas mon métier. Et donc, le fait d'avoir des ETP qui sont arrivés, ça a permis à certains professionnels de pouvoir justement s'exposer en enlevant toute cette complexité. Yes, mais des pros, même des particuliers au final, hein. Au final, tout à fait. Parce qu'avec leur petit compte titre, ils ont accès à ça facilement. Ils n'ont pas besoin d'ouvrir un nouveau compte. Ok, Mais très clair. pour le particulier, c'est d'autant plus triste parce que c'est le concept même Ouais, du clairement. Bitcoin à la base, hein. C'est Peer-to-Peer Cash Electronic System, c'était son premier nom. Et c'est devenez votre propre banque. Ne faites confiance à personne. Simplement un algorithme qui donnera les mêmes droits et les mêmes opportunités à tout le monde, mais qui vous permettra de détenir vous-même vos fonds, sans que personne ne puisse les saisir, sans que personne ne puisse en abuser. Et donc, commencer à avoir... C'est bête parce que on a deux sociétés PSAN qui font de la custody, mais je pense que la moindre des choses, quand on aime les crypto-monnaies, même si on part sur un ETP ou un ETF parce qu'on veut simplement spéculer sur le titre, peu importe, c'est de savoir comment ça marche et d'en avoir détenu soi-même en propre une fois. Tant qu'on n'a pas fait ça, tant qu'on n'a pas eu du Bitcoin sur sa propre clé privée, on n'a pas compris une partie de l'ampleur de ce mouvement, je pense. Ok, ouais. Donc, il faut acheter sa petite ledger ou avoir son petit hot wallet. Tout à fait, et au bas mot, même si c'est sur un petit montant, Ouais, tester l'exercice, tester. voir ce que c'est d'envoyer de la valeur à l'autre bout de la planète en quelques secondes sans passer par aucune institution financière. Hmm. C'est dingue. Moi, j'ai testé. Moi, j'ai aussi ma petite clé privée chez moi. Je t'avoue que c'est pas évident parce que quand même, tu dois conserver tes petits 24 mots. C'est ça, puis Tu te c'est dis, un, tu vois, c'est un ouais, nouveau code, c'est c'est un un nouveau nouveau code. glossaire, c'est des Ouais. mots qui sont... On va te parler de seed, qu'est-ce que c'est une seed? Ouais, Tu as l'impression que c'est un nouveau tutoriel, quoi, ça fait ouais, peur. c'est ça. Et non, mais aussi, je trouve, c'est la conservation en fait des mots, tu vois. Ouais. Tu te dis, je mets ça où? Je mets ça chez mes parents. Ouais, Mm. mais si la maison elle crame, il faut que je duplique, il faut que. Comment faire? Et Et du puis, coup, je comprends que certains veulent simplement déléguer la sécurité, tout à fait. soit à des PSAN ou soit à un ETF qui va faire ça pour eux. Et puis c'est drôle parce que nous, on a tous nos types de clients là-dessus. On a ceux qui viennent chez nous, découvrent les crypto-monnaies, et à un moment nous disent, mais en fait, ça fait 3 ans que je suis chez vous. Maintenant, je sais le faire directement on-chain, dans la blockchain, moi-même avec mes accès. Et ils finissent par faire dormir leurs actifs délégués sur nos validateurs. Pour faire simple, c'est un petit peu comme si tu avais des actions et tu décides quel porteur ou quel fonds va faire travailler tes actions sur le titre. Ouais. Et ben, quand tu as un validateur, tu as des crypto-monnaies, tu peux les staker, tu peux les immobiliser pour participer à la sécurité du réseau et générer des intérêts. Et tu peux choisir dans la blockchain Meria ou tant d'autres noms. Et donc, il y a des clients qui commencent à faire ça totalement de façon décentralisée. Ils sont même plus clients chez nous en direct, c'est-à-dire qu'ils sont même plus... On n'est plus dépositaire de leurs fonds. C'est totalement dans la blockchain. Et on a des clients qui viennent pour tout l'inverse en mode « Ah mais moi, j'en ai rien à cirer de la crypto que vous allez choisir. Je ne connais pas. Moi, je veux vous faire un paiement en fiat. Je veux un mandat et vous gérez ça pour moi. Hmm. » Et là, tu as vraiment deux types de clients qui n'ont rien à voir. Ah non, c'est sûr. On va en parler d'ailleurs de ce qui se passe sur Meria, enfin de ce que vous faites, comment vous le faites. Et juste pour terminer, oui, on parlait là on parlait des risques des cryptos, ça c'est un des risques.
perdre sa clé privée quand tu la détiens toi-même. Et on a vu plein d'articles sur ça. Le gars, il Perdre, se perd. la faire voler, se la faire Ouais, hacker, ne pas comprendre que ces 20 mots permettent mm, d'accéder à ton compte finalement et de les laisser traîner sur un bout de papier ou dans une ouais. note sur ton téléphone qui a peut-être un virus. Ou le gars qui a oublié son mot de passe, là, enfin, ses clés et qui a S- perdu 20 millions ou je sais plus combien. Enfin, il y en a plein. Ouais. Ah ouais, non, tout à fait. Et puis surtout, bon, ils n'ont pas perdu 20 millions. Ils ont perdu quelques bitcoins à l'époque où ça ne valait rien. Et Ah oui. maintenant que Bitcoin vaut beaucoup plus, on a un gros titre en mode j'ai Ouais. 280 millions perdus sur une clé USB. Ah oui, c'est ça. Ils Voilà. avaient quelques bitcoins, ils ont oublié et là, ils voient que ça coûte Et puis il n'y aujourd'hui. a pas de service après-vente. On n'appelle pas la blockchain en disant mais je vous jure, chez moi. Ouais. Non. Le seul moyen de prouver à la blockchain que l'on est le propriétaire, c'est de lui fournir le code. Ce qui donne deux choses, hein. Si quelqu'un nous vole le code, il peut prouver à la blockchain qu'il est propriétaire tout autant que nous. Donc il faut faire gaffe au code. Et deuxièmement, si on le perd, aucun recours possible. On veut devenir notre propre banque, on prend la responsabilité qui va avec. En tout cas, quand on exécute Yes. le vrai processus pour lequel Bitcoin a été créé, quoi. Carrément. Donc ça m'intéresse beaucoup ce que vous faites chez Meria parce qu'au final, vous gérez de l'argent pour des investisseurs privés, donc des clients particuliers, peut-être des professionnels aussi. Du coup, vous gérez une partie du patrimoine de ces gens-là. Combien vous avez d'assets under management, enfin d'encours sous gestion? AUM, un peu plus de 15 millions. Ok, On a 3 volumes sur lesquels on parle. On dit AUM, AUD, AUC. AUD, c'est Amount Under Delegation. C'est les montants qui sont délégués sur nos nœuds. Donc on génère des commissions sur les montants qui nous sont délégués, mais c'est purement technique. pour générer du rendement sur leur crypto, c'est ça? Tout à fait. Sur la validation, par exemple. Ensuite, AUC, Amount Under Custody. C'est vraiment ce qui est déposé chez nous, ce qui est dans notre système dépositaire et de custody. Donc là, c'est les gens qui délèguent la sécurité à vous. C'est ça, ou alors qui vont carrément acheter ou vendre, mais sur notre plateforme. Ok, C'est-à-dire que leurs actifs ne sont plus sur leur propre clé à eux, ouais. ils les ont déposés sur Meria pour acheter, pour vendre, et là, je dis un truc tout bête, mais on va agir comme bourse directe en fait. On va permettre aux gens des actions très simples, et nous, on va les exécuter sur les marchés. Et alors, après, l'AUM, c'est vraiment le montant qui est en AUC, donc en custody, mais que nous allons totalement gérer de bout en bout. Ok. Et du coup, bah, justement, en AUM, en gestion sous mandat, quelles sont vos convictions? Quelle est votre philosophie d'investissement? Est-ce que vous allez sur la page 5 des cryptos ou est-ce que vous restez sur le top 10? Comment vous faites ça? Très peu, on a 3 mandats, du plus conservateur au plus dynamique. Ok. En fait, c'est toujours délicat parce que les personnes qui veulent un mandat plus dynamique veulent s'exposer encore plus et prendre encore plus de risques. Et là, on est sur une année où c'est Bitcoin qui a surperformé, notamment grâce à la liquidité qui vient des ETF, Bitcoin et Ether. Du coup, c'est nos mandats les plus modérés qui ont surperformé les benchmarks. Ah ouais. Et les mandats les plus dynamiques, ceux où naturellement on ouvre la voile, en fait, on va s'exposer à des plus petits actifs, bah eux, ils sous-performent parce qu'ils ont moins de propension à être sur Bitcoin, par exemple. Et donc, sur la performance globale du marché, ou quand on regarde juste Bitcoin, qui est censé être la valeur, entre guillemets, en tout cas loin d'être la plus volatile du marché, puisque c'est Oui. vraiment le métronome de tout ça, eh ben, on a des mandats dynamiques qui vont performer moins, en tout cas pour l'instant, parce qu'on a quand même nos convictions là-dessus sur un second cycle, mais que Bitcoin et les mandats qui, eux, sont beaucoup plus conservateurs, parce que des fois, Bitcoin, lui, peut créer sa propre courbe et Mm. son propre rythme. C'est ce qui s'est passé avec BlackRock, quoi. Mais voilà, de manière générale, non seulement on a 3 compositions, plus ou moins dynamiques, qui vont sur des plus ou moins petites capitalisations de marché, et ensuite, on va travailler quantitativement. C'est là la vraie plus-value qu'on a chez nous. On va générer, parce que l'évolution des prix, en fait, c'est pas notre métier, réellement. Ça monte, ça descend, c'est le marché, on a nos convictions long terme, mais nous ne sommes pas des traders. On est des techos. Par contre, transformer un Ether en 1,04 Ether, on sait faire ça. On va valider Mm. des blocs, on va participer à la sécurisation de la blockchain, on va comprendre ce qui se passe on-chain. Et d'ailleurs, c'est cette expertise qui nous permet parfois d'anticiper et de voir certains diamants qui vont tomber sur le marché. Parce qu'on a vu le papier avant même que la crypto-monnaie existe. On a vu comment ça tournait techniquement. On s'est confronté à de la validation technique et on s'est dit, putain, eux, ils marchent bien. Eux, ils Mm. tournent bien. Leur code, leur tech est bonne. Et là, on se dit, est-ce que ce serait pas là-dessus qu'on devrait se positionner pour des convictions qui ne sont pas des convictions de trading du tout, mais bel et bien de ce projet fonctionne comme ça nous plaît. Ou alors, au bas mot, c'est innovant, c'est différent. Ils ont réglé un truc qui était un problème connu et qui n'avait pas de solution jusqu'alors. Et à ce moment-là, c'est la conviction qui vient nous conforter, en fait, parce que c'est de la conviction qui vient de nos équipes techniques, qui nous permet de nous positionner. Ensuite, tu as de la narrative de marché, de l'IA, RWA, la tokenisation d'actifs réels, bref, des tendances qui sont plus ou moins blockchain ou plus ou moins de la finance traditionnelle, parce que ça y est,
La blockchain, maintenant, ça touche tous les domaines. Quand l'IA pète dans le monde traditionnel, les actions qui sont basées sur de l'IA ont de la valorisation en fonction des bonnes news, et Nvidia drive un marché qui est bien plus large que simplement son propre titre. C'est la valeur référence d'une nouvelle ère et d'une nouvelle tendance, séparée dans les crypto-monnaies. Et pour finir, nous, quelle que soit la valorisation et la hausse ou la dépréciation, dépréciation de certains titres, on va travailler quantitativement, on va générer des intérêts et on va essayer d'accumuler quantitativement du coup certaines crypto-monnaies. Quelle que soit leur variation, on est là pour augmenter la quantité du portefeuille afin justement de pouvoir amortir certaines baisses, mais également d'avoir un méga leverage quand il y a de la valorisation qui arrive et quand le marché joue en notre faveur. Ok, et donc ça, vous faites ça pour le client. Le client, lui, Totalement. il dépose ses cryptos et puis après, vous faites travailler. Enfin, non, il En dépose son mandat, argent. oui. Ouais. En mandat, totalement. Ok. Sur la plateforme Meria.com, on fait que de la RTO. Donc, le client doit nous dire je veux acheter, je veux vendre, je veux staker, ou au contraire, je veux garder les titres de façon totalement disponible. Quand on stake une crypto-monnaie pour générer des intérêts, on a souvent des contraintes. Par exemple, 12 jours pour pouvoir la récupérer, si on veut arrêter. Donc, toutes les blockchains vont avoir ce qu'on appelle l'unbounding period, des règles qui sont un petit peu différentes. Il y a également des risques des fois, parce que pour générer des intérêts, on veut participer à la sécurité du réseau. Si on fait mal notre travail technique, on peut se faire slasher, c'est-à-dire punir, sur le montant que l'on a mis en collatéral, en caution finalement. Donc, il y a différents enjeux sur les différentes crypto-monnaies, et quand l'utilisateur utilise simplement notre plateforme, on ne lui impose rien. On simplifie, on éduque, on vulgarise, et ensuite, il a toutes les commandes, comme un bourse direct. Sur les mandats, c'est différent. On prend les décisions et on est aux commandes. Ok. Et du coup, pour générer des intérêts, est-ce que vous utilisez autre chose que le stacking? Le stacking, le lending, en fait, on utilise un paquet de mécanismes on-chain. Donc, il y a de la finance décentralisée, du stacking, et des fois même le terme stacking, il y a différents types de stacking sur différents types de réseaux. Maintenant, il y a le restaking qui arrive. Il y a de l'apport de liquidité, du liquidity providing. Bref, il y a différentes choses. On est vraiment expert sur le stacking. Et ensuite, on propose d'autres types de produits. Sur la plateforme Meria, on va proposer les différentes choses où il y a de la demande. C'est-à-dire que quand les gens veulent prêter ou emprunter des stablecoins, on va regarder quels sont les plus gros protocoles. Et nous, on a le droit, par exemple, de pratiquer le prêt DeFi. On va utiliser de la DeFi pour pouvoir permettre à nos utilisateurs de générer des intérêts en prêtant leur crypto-monnaie. Et c'est toujours pareil. Si c'est du prêt ou si c'est du stacking, ce n'est pas le même risque, ce n'est pas le même rendement, ce n'est pas la même éducation. Et comme on a des particuliers, on a des disclaimers qui sont comme ça. C'est sûr. Ok. Et du coup, combien on peut générer de rendement aujourd'hui avec ces différentes méthodes? Ça dépend vraiment de la crypto-monnaie. Ouais. On a des crypto-monnaies qui peuvent faire plus ou moins 20% dans la journée, mais elles vont donner 70% d'intérêt par an, quantitativement. Bon, après, si on a fait 70% d'intérêt, mais qu'à la fin de l'année, la crypto-monnaie vaut 2 fois moins, c'est toujours pareil. Quand il y a trop d'inflation sur une crypto, c'est super intéressant de staker. Par contre, on sait que ça va affecter le prix du jeton. Parce que naturellement, il y a beaucoup de nouvelles offres, il y a une supply qui est fraîche, et donc naturellement, il y a des gens qui vendent fort, et ça fait baisser les prix. Ça dépend vraiment. Ce que j'aime bien regarder, c'est sur le prêt de stablecoin, parce que ça donne une idée du marché. Sur le stablecoin dollar, donc stablecoin, une crypto-monnaie adossée à un actif comme le dollar américain, un jeton égal ou du moins essaye de garder la parité avec $1, on arrive sans prendre trop de risques à sortir entre 5 et 8% d'intérêt aujourd'hui. Ok, ça varie beaucoup? Ouais. Il y a des années où c'était à 10, 12. D'ailleurs, mon 5-8, en vrai, c'est entre 3 et 15. Ouais. Mais ça bouge tellement fort qu'en lycée, on va sortir 5-8. Puis après, c'est pareil. Sur un risque minimal, on va pouvoir se rapprocher d'un 4-5%. Sur un risque max, en arbitrant, en jouant avec différents stablecoins, peut-être plus jeunes, peut-être moins sécures que certains qui sont déjà régulés, on peut aller chercher du 15-20% sur les stablecoins. Et donc sur du dollar. Si tu vas chercher ce rendement, c'est forcément que tu t'exposes à un risque. Oui. À quel risque s'expose un particulier qui génère des rendements sur ses cryptos? Et est-ce que des fois, ça s'est mal passé? Ça s'est très mal passé, souvent. En plus, c'est une technologie qui arrive, donc il y a de l'incrémentation qui est énorme. On a déjà des trucs qui nous sont pétés entre les doigts. Il n'y a pas de magie. Quand on dit qu'investir comporte des risques, c'est vrai. Et quand on dit n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre, c'est que ceux qui ne l'ont pas fait en crypto-monnaie ne réinvestiront plus jamais en crypto-monnaie de leur vie. Il n'y a pas de magie. D'ailleurs, moi, ce que j'aime bien dire aux gens qui commencent à investir, c'est mettez très peu d'argent. Les gens me disent pourquoi? J'ai des grosses convictions. Je dis ouais, mais de toute façon, vous allez perdre au début. Donc, autant vous acheter des leçons qui ne coûtent pas très cher, parce que la première chose que l'on doit investir, c'est son temps. Et si on a commencé à réaliser des bons profits avec Meria, c'est parce qu'on s'est pété les dents, souvent, longtemps,
Et on a recommencé avant de commencer à comprendre certaines choses. Par exemple, essaye pas sur du très court terme d'être plus malin que le marché. Ensuite, les Black Swan, ça existe dans la finance traditionnelle, ça arrive toutes les semaines en crypto. Oh, j'avais pas vu. Oh, lui, il est parti avec la caisse. Oh, il y a eu un problème technique. Ça arrive souvent. Et donc, petit à petit, plus on avance, plus on est en crypto, plus on était venu pour le roller coaster, plus on commence à se dire Bitcoin, c'est bien. Bitcoin représente le marché, c'est le métronome. Ether, c'est une proposition de valeur différente. On va construire le portefeuille autour de ces deux pivots-là. Et ensuite, on va commencer à aller sur de la tendance, un peu plus une lecture macro, et on va constituer un portefeuille qui ne performera pas tout le temps. Je prends l'exemple du portefeuille dynamique. Dans une phase où c'est Bitcoin qui se valorise, ce portefeuille-là, s'il a été bien exposé, et si on ne veut pas rater le coche, il morfle quand Bitcoin performe plus que le reste. Mais on doit être positionné comme ça si on veut avoir une surperformance quand le marché va se réveiller parce que ça ira très vite. Et si on rentre la voile, on risque de rater le coche et on n'est pas là pour dire que le vent va se lever demain matin. Non, on vise 12 mois, on sait que ça va arriver dans une certaine période, on se positionne le mieux possible et on attend le vent. Et on préfère peut-être sous-performer un peu ceux qui vont juste choper le coche, mais si on essaye d'acheter le bottom et de vendre le top, on se rate tout le temps. D'où le DCA, d'où l'importance de se positionner durablement et de constituer un portefeuille avec une part raisonnable de son exposition et surtout d'avoir ses convictions long terme et de les tenir. Quand on dit les tenir, c'est que les meilleures hausses qu'on a vécues et qu'on a traversées, c'est parce qu'on a été capable de renforcer et de maintenir notre portefeuille quand c'était dur. Et ça, il faut de la liquidité. Du coup, il faut conserver un peu de cash. Il faut être capable, quand on a envie de rentrer, de se dire on en garde sous le coude. Même si ça décolle et que du coup on n'est pas totalement investi, au moins, si ça avait été dans l'autre sens, on avait quand même cette capacité de rentrer. Et c'est dur parce que faut le faire plusieurs fois pour vraiment le comprendre. Le money management, la gestion de bankroll aussi, très très importante en crypto. Parce que des fois, il y a des opportunités folles qui s'ouvrent maintenant, tout de suite. Et si on est short cash, on ne peut plus les prendre parce qu'on est déjà trop exposé. Ouais, c'est sûr. Je pense que les cryptos sont très volatiles, très dynamiques. Ça doit être un espèce de catalyseur de nos biais cognitifs. Alors, je ne sais pas si c'est comme en bourse, mais il y a des études qui montrent que les particuliers, même les professionnels au final, se positionnent souvent vers les plus hauts, vendent au plus bas. En gros, font ce qu'il ne faut pas faire. Il faut faire strictement l'inverse. Je pense qu'en crypto, ça doit être le cas. Je ne sais pas s'il y a eu des études sur ça. Totalement pareil. Ouais. C'est exactement la même lecture financière, à la limite un peu différent parce que comme il y a beaucoup de débutants qui se disent « Investir en bourse, trop compliqué pour moi. Moi, je vais acheter du Bitcoin. » Oui, bien sûr. Eh bien là, il y a des comportements qui sont encore plus hasardeux, je dirais. Comme un débutant qui joue au poker. Il peut faire des trucs que personne n'a vu venir à table, que ce soit un super bon coup ou un coup catastrophique, parce qu'il ne comprend même pas ce qu'il fait. Ce qui fait que généralement, il y en a qui se font très mal aussi, parce qu'ils arrivent en mode... En fait, c'est très simple. Il y a des phases où le marché entier prend de la valeur. Une personne qui n'a aucune compétence peut arriver, faire un coup, faire x2. Elle remet son argent, elle fait x2. Elle remet son argent, elle fait x2. Ok, tout va bien, c'est facile. x8, x16, on y est, tranquille. Je sais faire, mais ouais. Un génie, un dieu. Et là, c'est le moment, Dunning-Kruger, hein. On a de la confiance, on est sûr de soi, on rejoue systématiquement tout, trop. On commence à avoir des montants qui dépassent l'entendement, entre guillemets, parce qu'on était un particulier qui met 5, 10 K. On se retrouve avec des montants, c'est bien plus que tout le patrimoine, c'est bien plus que son salaire sur les 3 prochaines années. Et c'est déjà arrivé en 2021. C'est arrivé à certains de mes employés qui étaient en interne, qui connaissaient ça. Et moi, j'ai déjà eu un alternant. Quand le mec il prend 350K, c'est compliqué de lui dire « Il faut que tu viennes au bureau cet après-midi. » Non, j'ai d'autres projets maintenant. Ah ouais. Là, on gère des choses qui sont très dures parce que ça dépasse. Et puis, j'ai traversé ces phases aussi. Hein. Quand ça m'est tombé dessus, j'avais l'impression que j'avais raison depuis le début. C'est facile, je sais faire. Non, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et il faut savoir vendre aussi. Et quand on vend, on a encore des biais cognitifs. Ça monte encore. J'aurais pas dû. Est-ce que je rachète ? Et là, le particulier, et je parle évidemment du débutant parce que le professionnel dans le monde de la bourse, il connaît déjà ces phases-là. Hein. Normalement, il les a traversées et il a prévu son entrée comme son point de sortie. Il y a des moments où, quand on n'a pas été briefé là-dessus, on va mal gérer soit son entrée, et même si on a bien géré son entrée, on ne sortira pas et on rendra tout au marché. Et là, après, on a une leçon. Et on peut recommencer avec la leçon. Ce qui fait que quand ça commence à monter, on vend trop vite, trop tôt cette fois-ci. Mais au moins, on a sécu. Et c'est ça qui, au fil des années, parce qu'il faut être capable de le dire aujourd'hui devant la caméra, on n'avait aucune expérience, hein. On était des techs, on a commencé en 2017, j'ai 19 ans, je sors d'école de commerce, dans ma tête, je suis bien plus malin que tout le monde. La réalité, c'était pas le cas. Mais on
on a eu les moments compliqués. On a essayé d'apprendre les bonnes leçons. On a dégagé tout ce qui n'était pas antifragile chez nous, tout ce qui n'évoluait pas, tout ce qui n'arrivait pas à briser son plafond de verre. On a appris et on a essayé toujours d'incrémenter notre modèle. Donc même quand il n'est pas bon, il sera un peu mieux, il sera un peu mieux demain qu'il n'était hier. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on commence à avoir nos méthodes et qu'on sait à peu près quoi regarder. Et surtout, on ne s'enflamme plus. Ouais, clairement. Tu sais, en bourse, il y a le behavior gap. En gros, c'est que la performance des particuliers et la performance annuelle, tu vois, est à peu près divisée par 2 par rapport au marché, par rapport au S&P 500, juste parce qu'ils ne prennent pas les bonnes décisions, Ouais, au bon pas au moment. bon moment, biais cognitifs, etc. La fameuse courbe du j'aurais dû acheter, c'est trop tard, je vends, je rachète. Est-ce que je devrais. Tu vois, c'est tu prends toutes les mauvaises décisions sur le moment. Exactement. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'analogies à faire entre les marchés boursiers et les marchés crypto. Moi, je prends un investissement passif, tu vois, parce que c'est pour moi le seul moyen de contrer tous nos biais cognitifs, d'investir vraiment comme un robot, en mode, voilà, je programme limite mes investissements ou juste, voilà, j'automatise tout ça. Et en fait, tu vas sortir en étant parmi le top 10 des meilleurs investisseurs en n'ayant rien fait. Tout C'est à quand même fait. assez exceptionnel. Je suis content qu'on ait à peu près la même vision sur ça et que, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses communes, je pense, entre les marchés boursiers et les marchés crypto. Est-ce que tu as un autre conseil pour les particuliers qui veulent se lancer en crypto pour contrer leur biais cognitif? Bah, le Ouais, DCA, c'est DCA. un peu ce que tu viens de dire, entre guillemets, hein, mais c'est ça. Si vous cherchez à avoir le bon moment, vous allez essayer d'attraper les couteaux qui tombent. Hmm. Si on veut vendre au bon moment, bah, il n'y a jamais de bon moment. Parce que, et puis là, je peux le promettre, hein, à chaque fois que j'ai vu des tops, il y avait des tops encore plus haut derrière. Et moi-même, en connaissant toutes ces choses et en les ayant traversées, je vends encore des actifs que je vois monter et je me demande encore, est-ce que j'aurais dû vendre? Mais c'est trop facile quand le jeu a été. Enfin, quand les dés sont lancés, c'est trop facile de dire j'aurais dû, oui, oui. Mais avec des si, on met Paris en bouteille, on le sait tous, surtout en finance. C'est comme quand on entend les gens dire oh, j'ai 280 millions si j'avais pas. Non, parce que tu aurais sûrement vendu ton bitcoin si tu avais Ouais. accès à ta clé plus tôt. Ouais, ouais. C'est ça. Le vrai conseil, c'est investir son temps du coup au début, des petits montants, vraiment essayer de découvrir la tech pour en être Voilà. pour comprendre le Ouais. truc, pour le C'est- sentir. J'ai pas de mots, c'est tellement dur pour moi, mais pour vraiment comprendre l'ampleur du truc, il faut bidouiller. C'est le mot. Bidouiller. Avoir Bidouiller, sa petite clé, s'éduquer, tester. recevoir 15-20 euros, les envoyer à quelqu'un d'autre, essayer ça. Et ensuite, quand on commence à investir et qu'on a une conviction, y aller par étapes. On ne vend jamais 100%, on n'achète jamais d'un coup. Quand je veux acheter un titre, je rentre. Même sur nos mandats, même quand un client veut rentrer maintenant, on le fait rentrer sur 2 ou 3 semaines en 2 ou 3 fois. Parce qu'on se dit, sur les 2 ou 3 semaines, il y aura forcément un plus bas qui va nous permettre de renforcer un peu. Si jamais ça décolle, on met quand même un tiers, ce qui fait qu'on est déjà dessus. Puis ensuite, on va raccrocher certaines choses. C'est vraiment, vraiment où, sur du moyen ou court terme, c'est tellement du hasard qu'il faut essayer de lisser tout ça et enlever tous les biais cognitifs qu'on va avoir. Globalement, Ouais. quand on se positionne pas sur sa conviction de la semaine, pas en crypto. Et donc, qu'on vous fasse rentrer en 1 semaine ou en 4, si ça peut changer de 5 ou de 10% la performance sur 7 jours, c'est pas ce qu'on va chercher en crypto. On doit être prêt à prendre moins 40, moins 60, moins 70 parfois, mais on va pas chercher 5% de hausse en Bitcoin. Ou alors, on va pas sur cet actif parce que 5%, c'est la variation journalière qu'il a, le titre. Ouais, c'est ça. Enfin, le titre. La crypto-monnaie. L'actif. Très clair. Il m'est arrivé une histoire de dingue en crypto. J'ai jamais dit d'ailleurs, sur ma chaîne ou autre. J'ai gagné 20 000 euros sans rien faire, sans zéro risque. Ah, tu vas me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai Airdrop juste. Hein? Airdrop Je sais pas ce qui s'est passé. Je l'explique pas. J'ai un compte Binance. Du jour au lendemain, j'ai reçu 20 000 euros dans une crypto qui s'appelle Pixel. Je connais pas cette crypto. J'ai jamais entendu parler. J'ai participé à rien du tout. Je l'explique même pas. Je sais pas si c'est quelqu'un qui s'est trompé d'adresse ou si j'ai participé à un truc, je savais même pas parce que Binance c'est quand même pas la plateforme la plus simple au monde. Tu es au courant que si Binance tombe sur cette vidéo et que c'est une erreur, tu peux avoir comme au Monopoly. Hein. Erreur de la banque en votre défaveur, mais cette fois-ci, Bah écoute, c'est pas mes 20 000 euros. S'il y a quelqu'un s'il y a quelqu'un qui les a perdus ou un particulier qui a perdu 20K à cause de moi, écoute, en tout cas, moi je suis tombé sur il ça, me c'est quand semble même que incroyable. Pixel, c'était un launch pool. Ok, Et il me semble que si tu avais du BNB sur ton compte, qui est la crypto-monnaie de Binance, ouais, tu j'ai ça. pouvais être éligible. Maintenant, 20K, 20K. peut-être qu'en fait, c'était une poussière au départ, que tout le monde a vendu, et qu'en bull run, il a pumpé. Ça m'est déjà arrivé sur des petits portefeuilles d'avoir 75 euros qui se transforment en 20 000. Et donc, tu as l'impression que tu as fait un truc de fou, mais non, tu avais du BNB, donc tu t'es rendu éligible par défaut C'est à peut-être un ça. mécanisme de airdrop. Et comme tu ne l'avais pas vu du tout,
là où tout le monde vend pour récupérer ces 100 balles qui ont tombé du ciel, bah toi, tu as gardé une position très très risquée qui a payé. J'avais pas ouvert mon compte Binance depuis 6-7 mois. Voilà, Pour une c'est vidéo, j'avais ouvert mon compte Binance et je suis tombé sur ça. c'est sûrement ça. Ça doit être ça, ok. Et du coup, je reboucle sur les différents risques en crypto. On a parlé du risque de perdre sa clé privée. Ouais. Moi, je pensais que c'était quelqu'un tu vois, qui s'était trompé d'adresse, là, les vainqueurs. Ouais. Donc, il y a aussi envoyer à un ami et tu changes juste un caractère. Ça part ailleurs Totalement. et il n'y a aucune Parce que aucun ça, recours. c'est une adresse qui sera existante, mais il n'y aura personne derrière. Voilà, et c'est ciao. Et c'est ciao, littéralement. On a parlé des biais cognitifs, on a parlé du trading, de la volatilité. Est-ce qu'il y a un autre risque important en crypto où on a fait le tour sur ça? Non, je pense que si on a enlevé le risque investisseur, donc volatilité, et puis volatilité et éducation, parce que la plupart des gens qui découvrent les cryptos, généralement, ils découvrent l'investissement. Et comme on l'a dit, la crypto-monnaie n'est autre qu'un investissement qui est très volatile. Point barre. C'est tout. Ouais. C'est exactement pareil. Les analyses techniques vont se baser sur les mêmes choses. Les convictions de marché commencent à se raccrocher de plus en plus à de la macro, à des narratifs qui existent on est de plus en plus, surtout plus agrossi en termes de volume, sur un marché qui va être, bref, des gens qui vont analyser Peugeot comme ils vont analyser Bitcoin. Avec une lecture différente, évidemment, c'est pas la même chose et ça n'a pas la même nature, mais globalement, ça va être exactement la même expertise qu'il faut pour vraiment pouvoir le lire intelligemment. La sécurité, quand on veut le détenir soi-même, mais également comprendre que les plateformes le détiennent en votre nom, et donc il y a un risque pour ça. FTX, qui était la deuxième plus grosse plateforme au monde, est tombée avec l'argent de ses clients. Pour le coup, c'était mauvaise gestion. MTGOX, qui était la plus grosse plateforme au monde en 2014 ou 2013, quand ils sont tombés, qui vient de Dijon quand même, c'est français, qui tombe avec une partie, je sais que ça se compte en pourcentage du nombre de crypto-monnaies qui existaient dans le monde. Bref, ça existe et c'est tellement jeune qu'avant d'avoir, Euronext, on a de la marge encore. Il y a quelques grosses plateformes, il y a des Binance qui aujourd'hui sont robustes, mais quand on voit le numéro 2 mondial tomber, on dit que ça peut arriver à tout le monde, même au numéro 1. Donc, à partir de là, faites très attention à ça. Et quand on a décidé de garder ces titres, de les détenir, même par exemple, je t'ai parlé tout à l'heure de Descoin, qui permet de faire du DCA et d'acheter tous les mois sa crypto, on recommande à nos clients d'acheter tous les mois et d'envoyer sur leur clé à eux, qu'ils conservent et qui... Ah non, c'est sûr. Donc, non, vraiment, il y a la sécurité, d'où l'importance de s'éduquer. Et ensuite, il y a tout le risque d'investisseur, la volatilité et la façon de gérer ça, ses propres sentiments vis-à-vis de cette position. Tout le monde n'est pas fait pour être investisseur. FTX d'ailleurs, ça en est où? Les investisseurs ont récupéré un peu une partie quand même? Je crois qu'ils vont récupérer 140% du montant qu'ils avaient sur leur compte en dollars au moment de la faillite. 140. Donc en gros, on avait un Bitcoin, on va recevoir 140% du prix du Bitcoin au moment de la faillite, mais c'était 16 000 $, le prix du Bitcoin au moment de la faillite. Donc, quelqu'un qui a un Bitcoin et qui s'attend à avoir ses 68 000 $ aujourd'hui, non. Bon, c'est déjà mieux que rien. Ce qui veut donc dire qu'un investisseur qui avait un gros doute sur son capital, il aurait pu reprendre sa position de conviction derrière s'il en avait la liquidité. Mais ça rappelle une leçon très importante pour les puristes blockchain crypto. Ce n'est pas votre clé, ce ne sont pas vos cryptos. Vous n'étiez pas propriétaire de ces cryptos, c'est FTX qui était propriétaire pour vous. Vous l'avez payé. C'est dur, mais il y a beaucoup de gens qui ont dû attendre d'avoir ce crash, je pense, ce cataclysme, ce petit coup derrière la tête, pour avoir le... Ouais. Ah oui, c'était la base quand même du truc. Ah non, c'est clair. Est-ce que tu as un avis sur l'euro numérique? Comment tu vois ça arriver ou est-ce que c'est un non-sujet pour toi? Ça me fait peur. Ça me fait peur parce que la blockchain, on entend de la liberté, de la détention de... Non, la blockchain est un outil. Du coup, et c'est une phrase que j'aime bien dire, la technologie ne revendique rien. Internet, c'est un outil formidable, c'est incroyable. On peut faire des choses horribles avec Internet. C'est pareil avec la blockchain. Bitcoin, c'est un outil formidable d'inclusion financière. Il n'en a rien à cirer de votre couleur de peau, de ce que vous allez voter, de vos opinions, du coup, politiques, personnelles, peu importe, on s'en fiche. Ce que vous avez entre les jambes, rien. C'est un algorithme. Il donne le même droit à tout le monde. Une monnaie numérique de banque centrale basée sur la blockchain, c'est un outil d'espionnage puissant qui permet de comprendre toutes vos habitudes, qui permet, même si c'est sur la blockchain, de geler votre compte, parce qu'en fonction de comment elle est créée, la crypto-monnaie, elle n'a pas toute cette émancipation que Bitcoin a pris. Ce ne sera pas le cas. Ce sera simplement une monnaie qui sera numérique et qui aura sur vous un contrôle énorme parce qu'elle est basée sur la blockchain et qu'on peut faire ce qu'on veut. Donc, les monnaies numériques de banque centrale, pourquoi pas, je veux dire, mais les gens devront avoir conscience de ce que ça permettra de faire à celui qui l'émet. Et en l'occurrence, être honnêtement omnipotent sur le titre. C'est-à-dire qu'on peut le geler sur un compte, on peut le saisir sans même avoir à contacter l'intermédiaire parce qu'il n'y a plus d'intermédiaire et on peut émettre des crypto-monnaies qui sont
bien moins permissionless qu'on a envie de le croire, parce qu'on s'imagine que toutes les crypto-monnaies sont Bitcoin. Non. Bitcoin porte des valeurs que très peu de crypto-monnaies portent. Très peu sont aussi décentralisées. Très peu sont porteuses de toutes ces valeurs. On peut créer une crypto-monnaie en quelques minutes, en 2 clics, en ayant un contrôle parfait sur toutes les crypto-monnaies qu'on crée, en choisissant qui va être riche, qui va être pauvre, comment, et puis en disant, lui, finalement, changer d'avis, je les récupère. Ça dépend Ouais. vraiment du code, Il y a de plein comment ça d'arnaques, d'ailleurs, hein. marche. Et il y a plein d'arnaques, mais c'est Même, évident. Les gens disent, ouais, les crypto-monnaies, c'est sulfureux. C'est nouveau. C'est très technique. C'est dur à comprendre. On a tous un cousin qui a fait beaucoup d'argent avec. C'est l'endroit parfait pour mettre une arnaque. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on connaît tous quelqu'un qui a gagné beaucoup pour de bon. Alors pourquoi pas vous? Envoyez-moi 100 euros, je vous renvoie 200 euros. Tout de suite, on se dit, mais c'est impossible. Elle est où l'arnaque? Envoyez-moi un bitcoin, je vous en renvoie 2. C'est possible parce que c'est du bitcoin? Non. L'argent rapide existe parce qu'on peut le perdre rapidement. L'argent facile n'existe toujours pas. Pas en crypto. D'ailleurs, c'est important de dire qu'il y a une arnaque, moi, que je vois qui pullule partout. Le concept est simple, c'est t'investis, tu crois investir en crypto, il y a une fausse plateforme qui te fait croire que tu as gagné parce qu'il y a un joli graphique qui est très bien fait. Et puis, tu te dis, bah ouais, je vais remettre. Quand tu veux retirer, ils te laissent retirer, hein. Ils sont quand même très intelligents. Un petit peu. Ils te laissent retirer un petit peu, ça t'a confiance, etc. Tu remets plus. Et puis, du jour au lendemain, tu veux tout retirer, ça sera impossible. Ah non, puis des débutants tombent là-dedans. C'est vraiment, c'est très simple, hein. L'objectif, c'est toucher beaucoup de monde et toucher des gens qui n'y connaissent rien. D'ailleurs, si vous allez sur Instagram ou TikTok ou n'importe quoi et que vous cherchez Asher, qui est mon pseudonyme sur YouTube, vous allez trouver 8 faux comptes qui sont prêts à vous donner des conseils en privé, là, maintenant, tout de suite, pendant le podcast. Et je ne peux rien faire contre ça. Il y a des faux comptes partout et j'ai déjà un abonné qui a envoyé 200 000 euros à un faux compte. 200 000. Ouais, et puis simple, hein. Salut, ça va? Oh, Asher, j'adore tes vidéos, écoute, tiens, tu veux que je t'aide? Oui, j'aimerais gagner de l'argent. Tiens, mon RIB, envoie de l'argent sur mon RIB et c'est un virement. Simple. Ah ouais, quand même. Aucun Ça recours. n'existe pas. Il n'y a pas de magie. C'est pas parce qu'on est dans la crypto que la magie existe. Non, au contraire. Et donc, il n'y a pas de faire x2 facilement, sans risque. Ça n'existe pas. Aucun recours possible. L'AMF peut rien faire pour 200 000 euros. Ça dépend. Si c'est un autre compte français et que c'est quelqu'un qui a... Oui, mais de manière générale, la personne qui fait ça, elle a un compte à l'international, dans un autre pays, où il C'est n'y a une pas arnaque forcément d'accord. professionnelle, entre guillemets. C'est ça. Puis, généralement, C'est mort. la personne qui vient de se faire arnaquer, elle a honte. Elle n'ose pas en parler tout de suite. En plus de ça, la personne d'en face dit, écoute, ça y est, laisse-moi 3-4 semaines, je reviens vers toi quand j'ai doublé le capital. Du coup, toi, tu patientes 3-4 semaines. La personne, elle est en train de courir très très loin, le plus loin possible de toi. C'est très délicat. La plupart du temps, quand vous perdez, c'est fini. Ce qu'on peut faire quand même, c'est le déclarer parce que ça protège tous les autres qui pourraient tomber dans le panneau. Faire du bruit sur Internet parce que normalement, avant d'investir, on se renseigne et quelqu'un tombera sur votre trace à vous qui explique l'arnaque. L'AMF a également la blacklist de ce genre de projet. Ouais, la liste noire qu'on peut trouver sur leur site. C'est insuffisant dans le sens où ils ne peuvent pas référencer autant d'arnaques qui se créent. D'accord, il y en a 10 tous les jours, ils peuvent rien faire, les pauvres. Hein, mais... Il y en a un qui est blacklisté, il recrée un nom de domaine. Exactement, ils changent de nom, ça change de truc. Tous les sites en plus ont la même nomenclature, les mêmes promesses, des visions à un mec en costard devant un building en verre comme ça en disant « Moi, j'ai triplé mon capital sans rien faire et sans prendre de risques. Vous aussi, vous pouvez le faire. » Et quand tu vas sur l'AMF, le plus important, en fait, c'est de chercher l'entreprise, son nom. Et rien qu'en creusant, la plupart du temps, on voit soit des gens qui s'en plaignent, soit on peut voir vraiment des gens qui vont dire « Ok, il est régulé, ils ont une licence en France, là, c'est pas pareil. » Mais après, c'est pareil, la licence, elle peut être dans un autre pays. Tu sais pas ce que ça vaut, une licence crypto dans un petit pays. Tu sais même pas vérifier si c'est vrai. Donc clairement, c'est dur. Faut aller sur la liste des PSAN de l'AMF. Il y a tout indiqué et puis il faut faire confiance à ces gens-là. Pour les plus débutants, oui. Après, pour ceux qui bidouillent, je les invite à aller sur des produits qui a on-chain, qui ne peuvent pas être régulés parce que c'est des vrais algorithmes. Mais à ce moment-là, c'est pas la liste de l'AMF, c'est le code que l'on doit truster. C'est pour ça que moi, j'ai confiance en Bitcoin. Parce que maintenant que j'ai regardé comment il fonctionne, j'ai confiance au modèle. Et j'ai d'ailleurs, aujourd'hui, bien plus confiance en Bitcoin qu'en la plupart des banques. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, mon capital, c'est pas 10% en crypto. Parce que j'ai des euros, parce que j'ai des dollars, parce que j'ai des francs suisses sur la blockchain, parce que j'ai des actions sur la blockchain, parce que j'ai de l'or sur la blockchain, parce que je détiens aussi des crypto-monnaies qui sont volatiles. Mais pour moi, la blockchain, maintenant, c'est un support. Ce n'est pas juste « Oh, je vais en blockchain, je vais acheter des cryptos ». Non, la blockchain, c'est la tech sur laquelle je fais reposer mes actifs. Ensuite, ça dépend quel actif, et je vais profiter des actifs volatiles qui représentent la tendance et la croissance de ce marché. Mais mon or, je le détiens sur la blockchain. Je ne le détiens pas en physique. Ok, ouais, très clair. Du coup, d'ailleurs, j'enchaîne. La transition est toute trouvée puisqu'on a une question de la communauté. Bonjour Owen, est-ce que tu investis en ETF? Est-ce que tu investis en bourse en général? Pas en ETF, en bourse, ouais. Un bourse, petit peu. Par contre, je suis beaucoup sur des titres qui sont en lien direct avec la crypto-monnaie. Ok.
Coinbase, du micro-stratégie. Donc, ça reste sur mes convictions, là où j'ai le nez le fin, entre guillemets. Je diversifie un petit peu, donc je suis en banque privée. J'utilise des fois des solutions qu'on me propose qui permettent de bien asseoir mon capital. Beaucoup de produits FIDU, parce qu'à un moment, on sort d'une période où cash, c'était vraiment le roi, hein, le cash. Il fallait faire dormir. À partir du moment où on peut sortir 6 ou 7 points sans prendre trop de risques, il faut faire dormir sa surface financière. Tu parlais d'obligations, de produits structurés, des choses Ouais, comme ça? voilà, c'est ça. Où on pouvait vraiment aller sortir des rendements sans trop de risques. J'aime pas dire zéro, mais Hmm. maintenant, même les produits FIDU, j'ai des doutes. Et sinon, beaucoup, beaucoup de métaux précieux. Ok. Parce que ça dégage une odeur que je connais et qui est similaire à Bitcoin, selon moi. Pas la même chose, pas aussi volatile, mais l'or, c'est... Mais voilà, je ne suis pas particulièrement exposé sur des entreprises parce que c'est pas mon marché, parce que je suis pas à l'aise avec ça, parce que je ne connais pas suffisamment, mais de temps en temps, j'ai des convictions, je m'amuse, l'IA me titille un peu aussi, donc je pose mes petits derrière et je diversifie un petit peu mon capital. Mais ce que j'ai surtout fait quand j'ai commencé à avoir des gros volumes, c'est sortir juste de l'euro only ou du dollar only et commencer à avoir, j'ai eu un peu de couronne suédoise à un moment où j'avais des convictions dessus, et d'autres positions comme par exemple le franc suisse. Ok, ouais. Donc un peu sur le marché des devises. Tout à fait. Et pas forcément pour faire le trader, mais plus pour essayer de lisser et me dire je n'ai pas tout dans un seul actif parce que mine de rien, le dollar, il s'est rapproché de l'euro. J'avais beaucoup en stablecoin dollar. Quand on peut jump 1 pour 1 du dollar à l'euro, c'est toujours une... Je regarde ça et j'essaye d'avoir des bons moments, des bonnes opportunités pour essayer de passer d'un actif à l'autre quand j'en ai envie et surtout quand je ne suis pas pressé. Yes, ouais, non, très clair. Et t'as pas envie de plus décorréler, aller chercher, je sais pas moi, de la pierre papier ou des trucs qui ont vraiment rien à voir pour sortir de Je des fais pas actions mal croissance d'immobilier à côté. Ok, On a t'as de l'IMO quelques, aussi, ouais. c'est ça, on a quelques sociétés. Je rachète et je revends des biens dans le sud de la France. En parallèle de ça, j'ai acheté mon premier appart, puis le deuxième, puis les bureaux qu'on avait. Donc, on a tout de suite diversifié. Ok. Et ensuite, on a pris de l'equity dans des startups qui n'avaient rien à voir. Euh, Agroalimentaire en Belgique, Ok. paiement en Suisse, des sociétés qui du coup font de la marchand de biens dans le sud de la France, enfin des trucs qui n'avaient rien à voir du tout, et des sociétés qui de par leur activité vont détenir des assets qui vont nous permettre d'être entre guillemets avoir une fondation plutôt stable. Ok, très clair. Mais voilà, c'est vrai que les actions, la bourse, pas tant que ça pour moi. Et j'aime beaucoup, beaucoup la start-up, j'aime beaucoup les hommes. Et parier sur des entrepreneurs qui ont des idées, c'est quelque chose qui me botte. Donc avoir quelqu'un qui a une bonne idée, qui a son projet, sachant que c'est beaucoup plus risqué évidemment, mais je sais prendre du risque. On sait perdre beaucoup et se lever demain matin, ça fait partie du jeu. Et on se rappelle les moments dans lesquels on a gagné également pour pouvoir lisser ces moments-là, parce que c'est très volatile, du coup on sait qu'il y a les bons et les mauvais. Et c'est exactement comme dans le monde de l'entrepreneuriat. On sait qu'on va perdre souvent, mais on vit des bonnes aventures et on parie sur quelques entrepreneurs qui, quand ils vont réussir, ils vont couvrir de par leur performance énormément de positions perdantes. Donc on le fait beaucoup. J'ai dû prendre plus de 250 participations sur de la crypto. Ok, ouais. Ah ouais, quand même. Il y a beaucoup de casse. Beaucoup de casse. Ah ouais. Ah, Ça tu fait m'étonnes. partie du jeu. Si on regarde le top 100 des crypto-monnaies de 2017, le top 100 des crypto-monnaies de 2021 et le top 100 des crypto-monnaies aujourd'hui, on va reconnaître quoi, 6, 7 noms? Il y aura toujours Bitcoin, Il y a toujours Bitcoin, toujours Ethereum. Ether, Et après, quelques autres, quelques stablecoins et encore. Ouais. Il y en a qui ont disparu. On a l'UST, 55 milliards de valorisation, deuxième plus gros stablecoin au monde, 48 heures. Hein. A pu. Terra, c'est ça. Terra. Sacrée histoire, ça. Quelques nuits blanches, ouais. Autre question de la communauté. Bonjour Owen. Est-ce que la réglementation pourrait un jour casser l'écosystème crypto? Pas casser l'écosystème crypto. Hein. Si la France interdit la détention de Bitcoin, c'est la France qui se met en marge de quelque chose, pas le Bitcoin. Bitcoin va fonctionner avec ou sans vous. Bitcoin va fonctionner qu'on débranche l'électricité dans un certain pays ou pas. Il y a des mecs qui ont mis des mineurs de Bitcoin dans des satellites. Le truc qui va tourner. Ah ouais, avec des nœuds là-haut pour relayer. Les gens ont été loin, les gens ont été très loin. Ah ouais, d'accord. Ce que je veux dire Très par là, loin, c'est dans que le truc l'espace. va tourner. Bon, oui, il n'y a plus d'électricité et plus d'Internet à l'échelle de l'humanité. Il y aura peut-être un problème pour Bitcoin, mais on aura d'autres problèmes. Spoiler. Très vite, d'ailleurs. Ça pourrait par contre casser l'écosystème entrepreneurial français Ah oui, crypto. totalement. Ça peut arrêter, ça peut être un frein à main colossal. La fiscalité aussi. Ce qui se passe sur la flat tax, etc. Investir en crypto, c'est risqué. On a donc une approche par les risques de la position que l'on va prendre. Quand on se dit, bon, là, je peux faire x2. Est-ce que je peux gagner au moins, enfin, je risque de perdre tout mon capital, est-ce que je peux au moins faire x2? Ben, en fait, si tu fais x2, tu fais pas x2 parce que tu as la flat tax derrière. Donc, en vrai, est-ce que si je risque tout mon capital, il faut au moins que je fasse x2,4 ou x2. C'est pas la même approche non plus.
Donc, plus il y a des contraintes fiscales, moins c'est intéressant de prendre ces gros risques. Sachant qu'en plus, quand on a de la plus-value, on est imposé. Mais la moins-value, elle, n'est pas reportable aujourd'hui en France sur les crypto-monnaies. Bref, c'est quelque chose Contrairement à la bourse. Contrairement à la bourse, c'est quelque chose de délicat, c'est quelque chose qui évolue vite. Évidemment, il y a des promesses et des opportunités de rendement qui donnent envie à tout le monde de foncer tête baissée sans réfléchir à ça, mais c'est toujours problème. La fiscalité, c'est un bon problème qu'on a envie d'avoir, mais la réalité, c'est quand on a le problème, il est trop tard pour l'optimiser. Il faut y penser avant, il faut faire ça intelligemment, et ensuite, il faut quand même le considérer dans les risques que l'on est prêt à prendre, parce que ça a un vrai coût. Et la France est de moins en moins compétitive là-dedans. Ah, clairement. Bref, je parle de fiscalité, tout comme la Ouais, régulation, tout comme je parle du cadre qui nous est imposé, que ce soit la loi, etc. Je pense que niveau régulation, ça bride énormément de choses. D'un autre côté, je comprends pourquoi, quand je vois la casse qu'il y a, on a besoin de protéger monsieur tout le monde, même si quand il a envie de prendre des risques, il le prendra. Ce qui m'embête un peu sur la régulation, c'est que des fois, elle punit juste les Français qui jouent en France. Et au contraire, elle laisse le champ libre à ceux qui sont à l'international et qui viennent adresser les Français. C'est un sentiment d'injustice en mode la vertu ne paye pas. Se réguler, être carré et tout, on se ferme à des portes de marché. C'est une barrière à l'entrée qui pourra valoriser certaines boîtes qui l'auront passé, mais ça ne protège pas suffisamment les particuliers, ça punit certains acteurs vertueux, et au contraire, ça peut laisser même le champ libre à d'autres. La preuve, Binance qui était numéro 1, globalement, comme il n'était pas régulé en France, tout le monde a commencé à partir vers FTX à l'époque, qui était un acteur qui, de son image publique, était beaucoup plus vertueux, et FTX s'est planté. Alors que si les gens étaient restés sur Binance, il y aurait eu moins de casse. Mais Binance était en conflit à l'époque parce que la régulation française, etc., etc. Donc, c'est particulier. Je pense que c'est vraiment un truc à considérer quand on est dans cet écosystème tous les jours. Pour un particulier, pas à ce point, je ne pense pas. C'est plus la fiscalité et c'est plus les autres contraintes financières sur le profit qui sont à considérer pour quelqu'un qui démarre. Une autre question juste. Bonjour Owen, que penses-tu du fait que les cryptos sont souvent au dernier étage de la pyramide de l'investissement et quelle allocation avoir dans son La dernière portefeuille? étage de la pyramide de l'investissement. Ouais. Tu sais, tu as la pyramide de l'investisseur. Ouais. En gros, il faut avoir l'épargne de sécurité, Ouais, d'accord. bourse, IMO, etc. Actifs exotiques, cryptos sont tout en haut. Très volatile, c'est tout. C'est pour ça. C'est très, très, très volatile. C'est très nouveau. Beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est ce qui fait que certains vont voir ça comme une réserve de valeur. Il y en a d'autres qui disent « Attends, ta réserve de valeur, le truc il swing, il est volatile et tout. Tu peux pas m'appeler ça un or numérique alors que c'est pas du tout de l'or. » tu vois. Ouais, mais quand on voit comment il fonctionne, c'est de l'or numérique. Et c'est vrai que pour ceux qui détiennent du Bitcoin depuis toujours, c'est de l'or numérique. Parce que oui, c'est volatile, mais quand on regarde la perf qu'il offre depuis toujours et comment le long terme rémunère, on dit que les seules personnes qui perdent de l'argent sur le Bitcoin, ce sont ceux qui ne sont pas restés assez longtemps et qui n'ont pas tenu leur position assez longtemps. D'où le 50% des gens perdent parce qu'ils essayent de rentrer, de sortir, de trader. Non, c'est pas ce qu'ils proposent. Maintenant, oui, sur une semaine, le truc peut dévisser de 40%. Et quand il dévisse, ça fait beaucoup de bruit. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il est encore considéré comme très volatile. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des moments où il est corrélé à la tech, corrélé à l'or, corrélé à... Des fois, il est inversement corrélé au dollar américain. Ça dépend de beaucoup de choses. Et les gens essayent de le comparer et de le mettre dans une classe d'actifs existante. Il a beaucoup de mal. Pourquoi ? Parce que rien n'est comparable à Bitcoin. Rien. Il lui faut sa propre grille. La preuve, la panique touche tout de suite son prix et l'affecte terriblement à la baisse. Covid, qu'est-ce qui va se passer et tout si le monde part en vrille? Ça m'étonnerait que le Bitcoin et la tech, ce soit ce qui compte. Tout s'effondre. Bitcoin touche un plus bas, 3000 $. Tout de suite après, les gens se renseignent, les gens ont du temps, les gens sont confinés, les gens se disent « Oh, comment je peux investir ?» Les gouvernements injectent énormément de liquidités, ça finit souvent sur les actifs à risque. Les particuliers commencent à vouloir jouer aux petits traders eux-mêmes. Bitcoin tape un record historique. Alors que c'était le même actif qui a réagi très mal au Covid et très bien au Covid. Parce qu'à un moment, il a été anti-corrélé à certaines choses et quand l'or est monté, il s'est effondré. Pourquoi votre or numérique ne suit pas l'or? C'est très délicat d'anticiper ce qui se passe et c'est beaucoup plus humain, c'est très animal comme réflexe, en tout cas à l'époque où c'était purement du retail. Maintenant, il commence à y avoir des gens à Wall Street qui réfléchissent différemment et qui, je pense, seront capables de prendre leur profit avant que le marché se calme, quand tout le monde va se jeter dessus, et qui auront sûrement quitté la danse quand la musique et le bal vont s'arrêter. Pour finir, c'est la signature de ce podcast Secret d'investisseur. Tous nos invités nous livrent un petit, leur petit secret d'investisseur ou peut-être leur meilleur conseil pour un particulier qui commence ou qui peut-être a déjà commencé en crypto. Quel est pour toi le petit secret ou le meilleur conseil pour démarrer? C'est dur parce que j'en ai donné beaucoup qui seraient normalement mes réponses de comment démarrer. Donc je voudrais donner un petit truc un peu atypique, mais je vais revenir sur de la bidouille.
achetez-vous 20 balles. 20 balles de Bitcoin. Ouais. Et achetez-les, le laissez pas sur l'exchange. Retirez-le sur votre portefeuille. Puis après, essayez de l'envoyer sur un autre portefeuille. Vous allez devoir en télécharger 2, puis vous allez payer des frais. Vous dites, pourquoi il y a des frais? Attends, il n'y a pas de banque, pourquoi il y a des frais? Parce que tu payes quand même le mineur qui va sécuriser ta transaction. Puis ensuite, essayez d'échanger une crypto contre une autre, dans la blockchain, sans passer par un exchange. Bonne chance. Surtout si vous avez commencé sur Bitcoin. Puis après, achetez de l'Ether. Puis échangez-le contre d'autres crypto-monnaies. Comprenez qu'il y a différentes blockchains, que sur la blockchain, il y a une monnaie mère. Sur la blockchain Ethereum, c'est l'Ether. Mais que dans le réseau Ether, il y a plein d'autres crypto-monnaies qui circulent. Et on paye les frais en Ether, du coup, parce que c'est une gymnastique. C'est un nouveau glossaire. Ce n'est pas compliqué. Il y a des parallèles simples avec ce que vous connaissez, mais si vous ne vous amusez pas, si vous n'avez pas ce petit truc, si ça ne vous excite pas un petit peu, vous n'allez pas avoir la patience d'apprendre le truc. Et pourtant, c'est dommage parce que c'est très intéressant. Et je trouve qu'on n'a jamais été aussi loin dans la technologie et pourtant jamais été aussi proche de certains problèmes humains que l'on se doit de régler avec le monde du numérique et également le monde de la tech. Ok, donc ton conseil, bidouiller, tester. Bidouiller, vraiment. et C'est vous la allez meilleure vraiment façon de ce qui se comprendre. passe. Et c'est ce qui fait que quand on vous dit « Ouais, je t'ai envoyé les bitcoins, je te jure, tu les vois pas sur ton adresse », non. Tu sais comment tu peux vérifier. Tu peux regarder dans la blockchain, le code ne ment pas. Et ça paraît un petit peu dur, mais c'est réellement à la portée de tout le monde. Quand j'ai commencé, j'allais sur Google Traduction pour traduire des phrases qui voulaient rien dire sur Google Traduction. Aujourd'hui, vous avez l'intelligence artificielle, vous avez du contenu en français, c'est facile. Il y a de quoi s'ouvrir, il y a de quoi écouter beaucoup de monde qui auront des avis différents, mais les bases techniques sont toujours les mêmes. Le fonctionnement de Bitcoin est toujours le même, et à part s'il y a quelques erreurs de compréhension, normalement, deux personnes qui vous parlent de comment marche Bitcoin auront exactement la même explication. Qu'ils soient au Japon, en plein milieu des États-Unis, en Afrique ou à Paris dans un café, ils auront toutes le même fonctionnement de Bitcoin parce qu'il n'y en a qu'un et il marche pareil pour tout le monde. Top. Merci beaucoup, Owen, et merci aussi d'apporter ta vision à l'écosystème crypto en France. Merci Quand je beaucoup. vois comment c'est couvert des fois ce sujet à l'étranger, Je fais au sur mieux. YouTube ou autre, vraiment, je me dis que heureusement que toi, tu as cette vision et tu apportes le bon message, je pense. Donc, merci beaucoup et merci d'être venu sur la chaîne Sébastien. En espérant que ce soit le bon. Merci beaucoup pour l'invitation. Je profite de cette vidéo pour vous dire que si vous manquez de connaissances aujourd'hui et que vous souhaitez apprendre à bien investir en bourse et à bien construire votre portefeuille d'ETF pour pouvoir faire fructifier votre argent passivement, vous pouvez accéder à ma formation offerte. C'est le premier lien en description et donc elle vous apprendra à bien placer votre argent et bien optimiser vos investissements. Dedans, vous apprendrez donc à transformer votre épargne et à développer votre richesse sur la durée et vous pourrez vous lancer en toute confiance. C'est le premier lien en description si ça vous intéresse.